Allô, allô, allô. Alors, je, je, je demande aux participants du forum de quitter la salle et à ceux du nouveau forum de prendre place. Le point info va démarrer sur le vélo et le plan marche, je crois. Merci. Sylvain va démarrer. C'est Sylvain qui démarre. Est-ce qu'il y a un monsieur qui était coincé avant? C'est coincé dans la toile là. Il y a des gens qui étaient coincés, ouais. J'ai failli faire coincer tout à l'heure, mais j'ai pas. Bonjour. Bonjour.
Voilà. Voilà. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence pour ce point info vélo que nous allons animer avec Frédéric Cullerier, coprésident de la commission mobilité. Alors l'objectif de cette séance, c'est évidemment de parler de vélo, de parler ensemble de vélo pour voir comment ce sujet aujourd'hui peut progresser dans nos territoires, quelles sont les opportunités que nous avons pour à la fois développer évidemment une politique cyclable plus importante, à la fois sur les enjeux d'aménagement, d'infrastructure, et puis aussi sur les enjeux de services apportés aux habitants, puisque nous y sommes tous confrontés à des échelons différents dans nos territoires et dans nos collectivités. Nous voyons que c'est un sujet sur lequel la demande est de plus en plus importante, parce que évidemment c'est un mode de déplacement qui est extrêmement intéressant, qui apporte des réponses adaptées à un certain nombre de besoins, mais qui ne se décline pas de la même manière selon le lieu où vous habitez. Évidemment, on ne pratique pas le vélo de la même manière si on habite en centre urbain, si on habite en périphérie, si on habite en ruralité, sur des zones de coteaux. Et c'est un sujet qui demande évidemment aussi des adaptations en fonction de la pratique que l'on a. Et puis, il y a aussi des évolutions technologiques qui viennent réinterroger tout cela, avec notamment l'arrivée du vélo à assistance électrique qui vient aussi s'articuler sur l'ensemble de ces enjeux, puisque cela nous permet d'étirer les distances, d'aller plus loin à vélo sans forcément faire un effort supplémentaire, d'aller dans des endroits peut-être plus contraints parce qu'il y a parfois des pentes. Et c'est tous ces enjeux-là qui aujourd'hui évidemment nous intéressent, auxquels nous sommes confrontés au quotidien dans nos territoires, à la fois avec nos attentes, nos ambitions, mais aussi les demandes de nos usagers. Et donc l'objectif de cette session ce matin, eh bien, c'est bien de pouvoir balayer ce champ, d'échanger aussi avec un acteur national qui accompagne aussi ces politiques vélo dans les territoires, parce que ce sont bien les territoires qui vont les mettre en œuvre, mais qui ont besoin aussi d'être accompagnés et soutenus, notamment à travers un plan national sur lequel nous allons revenir dans quelques instants. Et je cède tout de suite la parole à Frédéric pour qu'il nous présente les intervenants. Alors, parmi les intervenants, le premier d'entre eux, Monsieur Thierry Ducrest, qui est coordinateur interministériel vélo. Allez, on va vous appeler comme on vous appelle au jour le jour, Monsieur Vélo. Monsieur Vélo du gouvernement, donc c'est vous en particulier qui êtes à l'origine du plan vélo et marche qui a été présenté lors du comité interministériel auquel j'ai eu la possibilité de participer. Donc on vous remercie de votre présence parmi nous. Vous allez pouvoir répondre sur ces différents points. Également l'un des acteurs essentiels du vélo en France, Olivier Schneider, qui est président de la Fédération française des usagers. On sait aussi le rôle fondamental que vous avez joué pour la mise au point de ce plan et les actions au quotidien que vous menez pour développer le vélo dans notre beau pays et faire passer de 3-4% à 10% l'utilisation du vélo sur nos territoires. Vient de nous rejoindre également Madame Françoise Rossignol, chère collègue, bonjour, maire de Dainville, vice-présidente en charge de la mobilité des transports, communauté urbaine d'Arras et présidente du club, surtout, c'est ça votre fonction, et nous étions ensemble au comité interministériel, côte à côte d'ailleurs, présidente du club des villes et territoires cyclables et marchables. N'oublions jamais la marche. Voilà. Ensuite, eh bien, interviendra Monsieur Roland Lombard, qui est maire de la commune d'Hauteville-sur-Fière, c'est bien ça, dans le 74, et vice-président de Vélo et Territoire. Voilà donc nos 4 intervenants. J'oublie personne. Voilà, j'ai fait le tour donc des différents intervenants en rappelant bien sûr, mais vous allez le rappeler, cet objectif de passer de 4% à 10% d'utilisation du vélo, de passer de 55 000 km de pistes cyclables à 100 000 km de pistes cyclables. Voilà. Sylvain, je te repasse pour les premières questions.
Merci. Alors nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet en posant tout d'abord une première question à vous, Monsieur Ducrest, sur le plan vélo qui a été annoncé, qui est très attendu par les uns et par les autres, mais il nous a semblé intéressant que vous puissiez un petit peu détailler, exposer en quoi consiste ce plan vélo et notamment les moyens techniques et financiers qu'il pourrait apporter aux communes et aux intercommunalités, à la fois en zone urbaine mais aussi en zone rurale. Sachant que Monsieur le ministre, que nous avons rencontré tous les deux hier, nous a annoncé le lancement pour l'année 2024 d'un plan vélo pour la ruralité, pour les communes rurales notamment. Alors, d'un appel à projet, voilà un le appel à terme. projet. Donc vous allez nous en parler. Absolument. Donc d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité à cette séquence. Je crois que c'est la première fois qu'il y a une séquence vélo au Congrès des maires de France. Donc double merci, si je puis dire. Ça témoigne aussi d'un intérêt grandissant, donc on ne peut que s'en réjouir. Et merci d'être nombreux aujourd'hui. Je voudrais, avant de répondre précisément à votre question, insister sur le fait que le vélo est effectivement une solution, quel que soit le type de territoire. On a souvent cette idée reçue que le vélo, c'est pour les CSP+, en centre-ville, on va dire. Alors d'abord, historiquement, c'était l'inverse. On faisait plus de vélo à la campagne qu'en ville. Et puis, juste pour illustrer, le vélo est une solution sur tous les territoires. 80% des collégiens habitent à moins de 20 minutes à vélo de leur collège. Voilà. Et ça, c'est vrai, France entière. Et 65% des lycéens. Absolument, 20 minutes, c'est 5 km à peu près. Et donc ça veut dire qu'il y a du potentiel. Donc évidemment, si on va à 30 km travailler, c'est pas le vélo la solution. Par contre, si on a un collège ou un lycée à moins de 5 km, oui, le vélo est une solution bonne pour tout le monde, y compris pour la santé des jeunes. Deuxième petit point, j'inciterai avant de répondre sur le fait que c'est un plan vélo et marche. Et donc je suis maintenant monsieur vélo et marche, si je peux me permettre, monsieur le maire. Voilà, la question de la marche est aussi un sujet qui monte en puissance. Je pourrais en dire deux mots. Alors le plan vélo et marche qui a été annoncé par le gouvernement il y a quelques mois, effectivement, et précisé, c'est un plan qui a 3 ambitions. Dans une volonté globale d'accélérer sur le développement du vélo, de faire de la France une pleine nation du vélo. Et donc, première ambition, c'est de faire un vélo accessible à toutes et tous. Et ça révèle des envies de rendre le vélo accessible, bien sûr, quel que soit son niveau de revenu, mais aussi quel que soit son âge. Et je le citais, il y a un gros enjeu pour redévelopper l'usage du vélo chez les jeunes, puisque la pratique continue de baisser, et chez les seniors, parce que là aussi, idée reçue, le vélo est tout à fait adapté et est une solution aussi pour les seniors. Aux Pays-Bas, par exemple, la tranche des 65-75 ans est la tranche qui fait le plus de vélo. Voilà. Donc il y a des enjeux là-dessus aussi. Deuxième ambition, c'est de faire de la France entière la promotion du vélo et de la marche, quel que soit le territoire. Et donc ça vous concerne en tout premier lieu. Effectivement, les enjeux sur, on va dire, le vélo dans les grandes agglomérations est un enjeu qui est maintenant bien pris en compte. Il y a très peu de grandes agglomérations qui n'ont pas de stratégie vélo. Par contre, ce n'est pas encore le cas sur les territoires ruraux, périurbains, les villes moyennes. Et donc, il y a encore des endroits où le vélo n'est pas perçu comme une orientation stratégique. Les choses changent. On voit des indicateurs comme quoi les choses bougent, mais il y a encore des trous dans la raquette, si je puis dire. Et puis le troisième enjeu, qui est un enjeu nouveau par rapport au plan vélo de 2018, c'est la question de l'économie. Le vélo est un sujet économique. C'est pareil, c'est quelque chose qui apparaît, qui se construit petit à petit. C'est un sujet économique. Alors on pense bien sûr à l'industrie du vélo. Certains de vos territoires sont concernés par des artisans, par des usines d'assemblage de vélos. Donc c'est un des aspects qui vient naturellement, donc des enjeux de réindustrialisation autour du vélo, mais c'est aussi des services, et ça vous le savez bien sur vos territoires aussi, c'est des ateliers de réparation, c'est des petits commerces, c'est des écoles d'apprentissage du vélo, qui sont autant d'emplois non délocalisables et qui sont nécessaires pour développer le vélo. C'est aussi du tourisme.
et là aussi je pense qu'un certain nombre d'entre vos territoires sont concernés. Le tourisme à vélo est en développement. C'est un tourisme qui est durable, qui ne fait pas du tourisme de masse, qui a plein d'avantages et qui a une belle offre qu'on peut faire aux touristes. Et là aussi, c'est de l'emploi. Et enfin, c'est aussi de la cyclologistique. Donc là, on est sans doute plutôt dans les secteurs plutôt denses, mais en tout cas, un secteur qui se développe aussi. Voilà, et donc c'est ces trois aspects-là qui sont pris en compte par le plan Vélo et Marche et qui a pour objectif de construire des outils, et je pourrais y revenir, en particulier des boîtes à outils pour vous, pour les collectivités locales, pour que vous puissiez développer des stratégies vélo et développer le vélo et la marche sur votre territoire. Et donc juste pour rebondir, effectivement, donc l'actualité du Salon des maires oblige, il y a eu une annonce qui a été faite effectivement de lancement d'un nouvel appel à projet dans le cadre du Fonds Mobilité Active, qui est un peu la mesure principale du plan Vélo et Marche, c'est-à-dire une ligne budgétaire de l'État pour soutenir les collectivités locales dans la réalisation d'aménagements cyclables. Et donc on lance le 7e appel à projet. 7e, ça veut dire qu'il y en a eu 6 autres. 6 autres, on a déjà accompagné 1250 projets en France, dans plus de 600 territoires, dans plus de 700 territoires, pardon. Donc voilà, les choses enfin, cet outil-là est bien utilisé. Et ce 7e appel à projet est doté de 125 millions d'euros, c'est-à-dire 25 millions de plus que le 6e qui a eu lieu cette année. Et puis, on a un deuxième appel à territoire, enfin un deuxième outil qui s'appelle l'appel à territoire, qu'on a testé cette année, qui rencontre un franc succès, et donc on va refaire l'année prochaine, qui sera doté aussi de 125 millions d'euros. Et c'est un appel à projet un peu sous une autre forme. On accompagne une communauté de communes ou une communauté d'agglomération sur la réalisation de tout leur schéma cyclable. Voilà, dans la durée, avec des montants du coup qui sont plus importants, pour avoir au moins un par région, et puis petit à petit, de plus en plus, un territoire qui peut servir de référence pour les collectivités voisines, un territoire qui, en quelques années, sera devenu cyclable et qui peut susciter des envies et créer un émolument localement. Alors, ça veut dire concrètement que c'est 250 millions pour 2024 qui sont affectés avec 2 appels à projets. Peut-être vous pouvez nous parler un petit peu plus des conditions du premier appel à projet, parce que j'ai beaucoup de mes collègues qui ont, pardon de vous dire ça, mais on est là pour se dire les choses, qui ont critiqué les autres appels à projets, qui souvent supposaient des investissements très lourds, très importants. Est-ce que là, on peut, pour des investissements plus légers, bénéficier de ce type d'aide, et quel sera le pourcentage de subventions qui sera accordé dans ce type de concours financier de l'État? Oui, alors, merci. Donc d'abord, peut-être pour rappeler que le Fonds Mobilité Active dont je viens de parler est un outil dédié au vélo, mais il existe d'autres outils de financement de l'État comme la DSIL, qui peuvent aussi permettre de soutenir des projets d'aménagement cyclable. Donc là, sur le 7e appel à projet, le seuil minimum de subvention est de 100 000 euros. Donc ça veut dire, compte tenu des taux de subvention, on en a de 3 types. Pour les Outre-mer, on a un taux de subvention de 60%. Pour les villes moyennes et les territoires ruraux, on a un taux de subvention de 50%. Et pour les grosses agglomérations, un taux de subvention de 15%. Donc voilà, pour un territoire rural, un projet à 200 000 euros, du coup, est éligible. C'était plutôt un petit projet pour un projet d'aménagement cyclable. Et donc est éligible à hauteur de 100 000 euros voilà, de subvention de l'État. Voilà. Alors, on est entre nous, je ne vous cache pas qu'on est en général un peu dépassé par les demandes et que l'enveloppe budgétaire est largement consommée. Et du coup, parfois, on n'arrive pas à soutenir à hauteur de 50% tous les projets qui sont candidats. Donc ça peut être vu un petit peu à la baisse, mais c'est pour ça qu'on a augmenté l'enveloppe de 100, enfin qu'on a obtenu d'augmenter l'enveloppe de 100 à 125 millions d'euros. Donc ça devrait en partie résoudre ce point-là. Et je voudrais aussi signaler que la nouveauté de ce 7e appel à projet, c'est qu'il y a une priorité qui a été donnée aux projets qui passent dans un quartier politique prioritaire de la ville. Et donc ces taux de subvention sont majorés si on a un projet qui passe en QPV, et donc on passe à 60% et 25% respectivement. Voilà. Donc on essaye de faire des outils qui
Donc je sais que cette question des appels à projets est une préoccupation pour beaucoup d'entre vous. On essaye de faire des outils qui sont les plus simples possibles sur le plan administratif et surtout qui sont identiques le plus possible d'une année sur l'autre pour qu'on n'ait pas à réapprendre à déposer un dossier, et que si le dossier n'était pas mûr la première année, la deuxième année, eh ben, le dossier, il faut juste l'améliorer pour le déposer. Et puis aussi, dans la phase pré-dépôt et d'instruction, les services de l'État sont là pour vous aider à éventuellement améliorer votre projet, puisque effectivement, on a des exigences techniques. On veut que les projets qui soient réalisés, ce sont des projets qui sont sûrs pour les cyclistes. Et donc, on exige, je formule comme ça, une application des recommandations du CEREMA. C'est-à-dire que les largeurs, les carrefours doivent être traités en sécurité en fonction du trafic automobile, bien sûr, sur lequel s'inscrit le projet. Alors, nous partageons ces éléments de sécurité, ça c'est clair, mais il y a des contraintes aussi que nous subissons, à savoir qu'à certains moments, si vous demandez 3 mètres de large, on peut ne retomber quelquefois qu'à 2,50 mètres. C'est ce que mes collègues expriment très régulièrement. Est-ce qu'il peut y avoir un peu de souplesse aussi dans ce domaine? On a des contraintes urbanistiques, on a des contraintes foncières qui font que quelquefois, avec la meilleure volonté du monde, on est obligé de faire quelques rétrécissements pour pouvoir passer sur certains points. C'est ce que nous vivons donc au quotidien. Et puis la deuxième remarque que je voulais formuler, c'est celle que j'ai formulée lors du comité interministériel, c'est que vous nous aidez, c'est bien, il y a ce plan vélo, mais ceux qui réalisent, finalement, nous sommes le bras armé de l'État, quelque part, c'est nous qui, sur le terrain, réalisons ces infrastructures dans nos communes, dans les intercommunalités, dans les départements. Et donc, je le répète, c'est ce mot qui me paraît important, nous sommes le bras armé de l'État, donc c'est pour ça qu'il faut nous aider au maximum pour pouvoir réaliser un maximum d'infrastructures qui soient compatibles aussi avec nos finances communales. Vous prêchez un convaincu. Donc bien sûr, je réponds à votre premier point, il peut bien sûr y avoir des dérogations ponctuelles en cas de difficulté. Mais je voudrais aussi, en toute transparence, on reçoit encore des dossiers où le projet, c'est de faire une piste cyclable sur un trottoir sans prendre de la place sur la voirie à côté parce que c'est éventuellement compliqué à faire. Bon, c'est pas un projet qui est satisfaisant. Et voilà. Donc bien sûr, par contre, des dérogations ponctuelles dans des endroits compliqués, évidemment, ça se pratique et ça pose pas de difficulté. Donc nous allons maintenant questionner notre deuxième intervenant, Monsieur Schneider, donc, qui est avec nous. Je voulais vous poser une question concernant un projet dont vous avez connaissance, qui pourrait être un projet tout à fait innovant ou impactant et que votre fédération a mis en place pour promouvoir le vélo comme mode de transport. Quelles ont été les retombées observées et comment cela pourrait-il inspirer d'autres communes ici présentes? Donc, un exemple concret qui pourrait nous inspirer. Alors, déjà, merci de m'inviter et je m'associe à Thierry. C'est vrai qu'on arrive de loin avec des moments où le... Voilà. Concernant des exemples inspirants, on en a heureusement partout en France et sur toute taille de commune. C'est pas lié à une couleur politique ou à une région ou à une météo en particulier. Moi-même, ça se voit, je suis breton et on est parfois un peu moqué sur la météo bretonne et en réalité, le vélo n'a ni genre ni âge. Ni météo préférée, il y a juste à bien s'équiper. Quelles que soient les tailles de communes, on voit des choses très intéressantes. Évidemment, il y a un certain nombre de métropoles en France qui se sont lancées depuis très longtemps dans le vélo, parce que les ingrédients, c'est des services vélo, des infrastructures vélo et du temps pour que les concitoyennes et concitoyens se saisissent de adoptent le vélo, mais en effet, tout le monde sait que Strasbourg, Grenoble sont historiquement des endroits où on a lancé les politiques tôt, mais ce qui est plus intéressant, c'est, en tout cas plus éclairant, plus inspirant, ce sont des endroits qui s'y sont mis
Plus récemment, je visitais par exemple il y a 2 semaines la magnifique commune de Quimperlé, qui était en train de préparer l'arrivée de la montée des eaux, vu qu'il y avait beaucoup de la Laïta qui déborde souvent. Et donc là, sur une commune de 13 000 habitants, on voyait une rue qui était... un des deux côtés n'était même pas doté de trottoir avant. Et donc les gens ne marchaient pas, même pour faire 1,5 km, parce que ça les forçait à traverser sur l'autre trottoir, suivre un trottoir étroit, et peut-être que le pôle qui générait leur déplacement se trouvait du côté non doté de trottoir, et donc les gens n'hésitaient pas à prendre leur voiture pour faire à peine 1 km. Et donc là, grands travaux, et donc le maire qui est aussi vice-président transport de la région Bretagne, qui a exprimé les mêmes choses que vous venez de relever, c'est-à-dire que les difficultés qu'on a eues pour aller chercher le fonds vélo, c'est bien, mais quand même c'est compliqué. En tout cas, là, une piste cyclable justement très large, avec un vrai trottoir séparé, donc pas juste un aménagement mixte. Je pense que c'est grâce à ça qu'ils ont été retenus, grâce à votre surveillance de ne pas accepter les projets. Donc en prenant toute la place sur une grande voiture, tout simplement, un endroit où il y avait 3 grosses voitures, où il n'y en a plus que 2. Grâce à ça, on crée un trottoir, et tout à coup, c'était pas encore inauguré quand j'y étais, mais il y avait déjà des piétons dessus, et une montée avec une magnifique piste cyclable qui débouche sur un collège, et donc qui va faire que demain, il deviendra crédible de proposer aux parents d'élèves de dire votre enfant en CM1, CM2, grâce à votre commune, a bénéficié du savoir rouler à vélo, envisagez l'année prochaine qu'ils aillent, c'est avant tout pour leur santé, au collège à vélo. Et vous pouvez proposer au maire de faire comme fait le maire de Sainty, que je connais bien, puisque c'est moi, d'offrir lors de la remise des dictionnaires pour les CM2, d'offrir le petit gilet fluo pour ceux qui vont rentrer en 6e et pour aller au collège et protéger en sécurité avec le petit gilet fluo. Tout à fait. Voilà. Et en effet, l'éclairage, la FUB est en pleine... Et la vérification de l'éclairage avec la police municipale, comme nous faisons aussi. On est en pleine campagne cycliste brillée qu'on a chaque année, qu'on lance au moment du changement d'heure. Je suis cet après-midi au Conseil national de sécurité routière. Nous avons une recommandation justement sur la visibilité des usagers vulnérables, piétons, cyclistes, trottinettistes. C'est vrai qu'aujourd'hui, les pratiques sont devenues annuelles. C'est plus quelque chose de saisonnier. Et donc évidemment, qui dit pratique automne-hiver dit en effet visibilité passive et active, avec à la fois l'éclairage et à la fois des éléments réfléchissants. Et donc bravo d'offrir ces gilets, même si une des choses qu'on va dire cet après-midi en commission, c'est qu'il faut aussi travailler sur la façon dont les usagers motorisés appréhendent l'espace public. Il faut qu'il y ait une recherche active de piétons et de cyclistes, de ne pas tomber dans un victim blaming, de dire c'est aux piétons de se transformer en sapin de Noël, sinon c'est de sa faute s'il se fait écraser. Donc je pense qu'il y a toujours cet équilibre-là à trouver. Et c'est vrai que le lancement de cet appel à territoire est quelque chose de formidable. Je voudrais vraiment saluer le club et Vélo et Territoire avec qui on a travaillé pour faire une proposition à l'État, et l'État s'en est saisi sur de nombreux points. C'est l'État qui reste le maître de ce qu'il propose, mais quand même, pour plus qu'anecdote, il y a 8 ans, quand je suis devenu président de la FUB, mon premier rendez-vous avec le cabinet de Ségolène Royal à l'époque, c'était de proposer sur 100 millions d'euros pour 10 territoires pilotes. Et on m'a dit, mais monsieur Schneider, moi je voudrais bien, mais jamais l'État ne mettra autant d'argent sur le vélo. Voilà. 8 ans plus tard, grâce au travail exemplaire des différents acteurs de la filière vélo, les différents représentants des collectivités, on peut presque, la complicité du CEREMA, de la CIDUV, avec chacun reste à sa place, et avec des choses rodées, on a pu permettre un dispositif quand même qui rencontre, si je crois, le nombre de candidatures par rapport au budget. Alors évidemment, c'est mon rôle
s'assume, il faudrait des taux de subvention supérieurs, même si là c'est quand même très intéressant, et notamment la majoration en QPV. Et évidemment, ce qu'on proposait à la FUB, c'est de dire par rapport au calendrier politique et le fait que là on est encore à mi-mandat, ce serait bien d'en débloquer beaucoup plus maintenant, parce que personne ne va lancer des chantiers impactants sur le stationnement automobile à 6 mois d'essayer d'être réélu, quoi. Donc, voilà. Mais il y a peut-être des gens très très courageux qui le font, ou alors qui sont en fin de mandat. Mais en tout cas, mais on est vraiment ravis de la façon dont l'écosystème a évolué. Et vous l'avez vu le 5 mai au comité interministériel. On est divers, chacun est à sa place. Il y a en effet ces nouveaux acteurs par rapport au plan vélo dont on a fêté les 5 ans, c'est-à-dire à la fois le côté filière économique et à la fois le côté cyclo-logistique qui va être une des solutions dans les zones à faible émission mobilité. Mais c'est vrai que, et le fait aujourd'hui qu'on ne soit pas que à échanger entre nous, mais qu'on ait cette possibilité d'échanger avec vous aujourd'hui à l'AMF, ça montre vraiment que c'est un sujet essentiel. Et je pense, si on n'arrive pas vis-à-vis de nos enfants sur un sujet aussi simple par rapport à l'effondrement de la biodiversité, aux perturbateurs endocriniens, au réchauffement climatique, si sur le vélo, qui est pas cher et qui peut aller vite, on n'y arrive pas, on n'arrivera pas à redonner espoir en un avenir désirable à nos enfants. Et donc je pense que réussir sur le vélo, c'est une obligation morale qu'on a et qui va engendrer tout un tas d'autres succès. D'où ce point vélo que nous organisons, vélo et marche que nous organisons aujourd'hui au sein de l'association des maires du Loiret. J'avais une deuxième question à vous poser. Selon vous, quel rôle les maires et acteurs locaux peuvent-ils jouer pour contribuer activement à la réalisation de ces objectifs dans leur propre commune, en particulier en favorisant le report modal vers le vélo dans les territoires ruraux? Sur ce point, comment vous pouvez nous éclairer, sachant qu'on a parlé aussi tout à l'heure, mais c'est une autre question, du dernier kilomètre qui peut se faire aussi en logistique avec la bicyclette. Nous y avons travaillé aussi au sein de l'AMF. Merci pour cette question. Alors, ça me permet de vous dévoiler le fait que la FUB vient de terminer une note de position sur le vélo et le rural. Donc une note qui sera un début de travail avec nos partenaires des collectivités, le CEREMA, la CIDUV. C'était un autre congrès, c'était il y a 5 ans, à Saint-Léger-les-Mélèzes, celui des maires ruraux, où à tous les coups qu'Elisabeth Borne prononçait le mot vélo, il y avait des huées dans la salle. Ça avait marqué Madame Borne ce jour-là. Je pense que 5 ans plus tard, il y a une maturité pour dire oui, et Thierry l'a dit il y a un instant, le vélo est une solution de mobilité qui doit s'appliquer partout. Et l'immense risque, c'est qu'il y a un gouffre qui se creuse entre les cœurs de ville où on a déjà toutes les aménités qu'on pourrait à la limite aller chercher à pied. On a déjà des bus, voire des tramways ou des métros. Et ce serait presque, c'est un luxe d'avoir le vélo en plus. Et d'ailleurs, c'est un luxe dont se saisissent plutôt les CSP+, que ceux qui en ont le plus besoin. Et donc, on a besoin, au contraire, qu'il n'y ait pas ce gouffre qui se creuse entre la France périurbaine et rurale et les cœurs de ville. Et dans le rural, il n'y aura jamais de métro. Il y aura peu probablement un bus à haut niveau de service. Par contre, faire en sorte que nos concitoyennes et concitoyens puissent se déplacer à vélo ou puissent faire les premiers kilomètres à vélo pour rejoindre une gare ou un pôle d'échange multimodal, ça, c'est apporté à la fois en horizon de temps et à la fois en horizon budgétaire. Et ça a de nombreux co-bénéfices, notamment sur la santé. Et donc, en effet, aujourd'hui, ce qu'on souhaiterait, c'est que vos adhérents puissent solliciter nos membres. La FUB, c'est 550 associations dans toute la France. Et on a un projet pour couvrir toute la France de référents vélo. Je le présenterai ce soir à Christophe Béchu et Sarah El Haïry. C'est ce qu'on a appelé la mesure socle, pour faire en sorte qu'au-delà du bénévolat de nos 550 associations, qu'il y ait des femmes et des hommes qui puissent aller accompagner
les communes, alors ce n'est pas se substituer au bureau d'études ou au CEREMA, c'est là où il n'y a pas encore d'association d'usagers, qu'il y ait quand même quelqu'un dont c'est le job de venir à la réunion de concertation, de donner quelques éléments, d'expliquer, vous pouvez solliciter le plan vélo de l'État, vous pouvez solliciter les différents programmes financés par les certificats d'économie d'énergie, dont un certain nombre sont portés par la FUB, et ensuite, ça peut impulser la création d'associations locales, parce que ce que l'on voit, c'est que le vélo se développe le plus vite là où on prend réellement en compte l'expertise d'usage. Et donc ça peut être fait par des collectifs citoyens ou pour des associations membres de la FUB. Et donc le mieux que puissent faire les maires de France, c'est faire émerger cette représentation de la société civile qui permettra d'aller le plus vite possible, le moins cher possible, et avec des aménagements qui conviennent à chacune et à chacun. Le but, c'est pas de satisfaire les quelques personnes qui font déjà du vélo. On n'est pas le syndicat de celles et ceux qui font déjà du vélo. C'est plutôt, on est force de proposition pour faire en sorte que ce soit une solution universelle. Merci. Plaisir. Merci beaucoup. Pour Avant de passer la parole à notre prochain intervenant, on voudrait savoir s'il y a des questions dans la salle. Si certains souhaitent intervenir, n'hésitez pas. Oui, bonjour. Marc Lelézour, conseiller municipal élu à Nouméa en Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie bénéficie d'un statut particulier spécial. Est-ce que les dispositifs de financement s'adressent à cette collectivité et selon quelles modalités? Vous parliez de la DSIL. Est-ce qu'on est éligible à la DSIL aussi? Voilà, ce sont plusieurs questions concernant ce financement. Merci. Alors pour la DSIL, je ne saurais malheureusement pas vous répondre. Par contre, pour les appels à projets du Fonds Mobilité Active, oui, et la Nouvelle-Calédonie a déjà été lauréat. Alors Nouméa, je ne saurais pas vous dire précisément, mais de plusieurs projets. Et c'est l'occasion de dire d'ailleurs qu'on a des projets lauréats depuis nos 6 appels à projets dans l'ensemble des 100 départements de France, y compris Mayotte et la Nouvelle-Calédonie. Voilà, donc c'est un projet qui fonctionne. Peut-être, puisque j'ai la parole, je pourrais aussi vous donner deux autres outils qu'on a mis en place. Si vous n'êtes pas encore au stade, grosso modo, de réaliser des aménagements, mais à l'étape d'avant. Donc il y a un programme qui s'appelle Avélo, qui est à sa 3e édition, qui est piloté par l'ADEME, qui est en ce moment ouvert, si vous voulez candidater jusqu'au 15 janvier, et qui accompagne justement sur les premiers pas. Donc vous aider à faire un schéma directeur des aménagements cyclables, vous aider à recruter un chargé de mission vélo, vous aider à mettre en place des premiers services, par exemple du vélo en location longue durée, qui marche très bien dans les territoires de toute nature. Donc voilà, programme Avélo 3, je pourrais répondre à vos questions. Peut-être aussi un outil qu'on vient de démarrer avec le CEREMA, l'ADEME et le Club des villes et territoires cyclables, c'est le programme e-démarche. Alors on arrive sur la marche, initiative pour le développement de la marche. Pareil, des outils d'expertise, d'appui financier, de concours pour voilà, vous aider à prendre en compte cette question de la marche, à avoir des stratégies en faveur des piétons à l'échelle de vos territoires. Voilà, je répondrai à vos questions peut-être plus tard, si en tout cas si. Mais vous voyez, cette opportunité de l'ADEME est méconnue. Moi, je la découvre aujourd'hui. Et pourtant, je travaille avec l'ADEME sur un côté énergie dans le cadre du pays dont j'ai la charge. Écoutez, on a des progrès à faire. Alors, bonjour à tous. Bonjour, Monsieur Duquestre, Monsieur Charles Bois, élu à la ville de Chelcher en Martinique en charge de la mobilité durable. Vous avez en fait répondu à une question en fait, de monsieur en disant qu'on pouvait en fait bénéficier d'une dérogation vu que si on a un territoire avec une urbanisation en fait, qui est un petit peu contrainte, je souhaiterais savoir auprès de qui on peut en fait faire la démarche de cette dérogation. Parce que nous, à Chelcher, nous ambitionnons à faire en fait une piste cyclable, mais c'est compliqué parce que nous avons en fait une urbanisation en fait assez dense. Et si on réalise une piste cyclable, on sera obligé en fait de réduire en fait la voie routière, et je pense pas que ça soit en fait la solution. Donc, si vous pouvez en fait nous indiquer auprès de qui on peut faire cette dérogation. Merci. Oui, alors j'ai parlé de dérogation, c'était un peu un abus de langage. Il n'y a pas de réglementation obligatoire à appliquer pour réaliser un aménagement cyclable. Par contre, il y a des recommandations du CEREMA, qui sont les états de l'art, et que en tant que maire, responsable de la voirie, vous avez effectivement obligation de proposer des solutions qui
qui permettent de circuler en sécurité. Vous parliez d'exigences. Et donc, pardon, alors ça c'est les exigences qu'on forme nous oui, pour délivrer financer, les subventions. Pour délivrer des subventions. Mais donc, d'un point de vue réglementaire, il n'y a pas de normes à respecter obligatoires. Par contre, il y a des recommandations. Mais et si ces on n'a pas le recommandations, financement, pas le financement, monsieur, on n'y arrivera pardon, je termine juste. Ces recommandations, elles sont là pour protéger les usagers de la route, et en l'occurrence les cyclistes. Donc, dans le cas que vous citez, là, je ne connais pas assez malheureusement la Martinique pour vous répondre précisément, mais effectivement, parfois, il y a des choix à faire pour faire le partage de l'espace public entre les différents modes. Ils ne sont pas toujours faciles à faire. Hein. Évidemment, je ne nie pas ça, cette réalité que vous vivez. Mais voilà, mettre des cyclistes sur une route où il y a 10 000 véhicules par jour, eh ben, ce n'est pas possible. Voilà, et donc, voilà, c'est ça la contrainte. Il faut trouver la solution. Oui, bonjour, donc, je suis Olivier Cazot, je suis maire adjoint à Bordeaux Sud. Donc Bordeaux, vous connaissez, c'est une ville qui est quand même très thrombosée, et je suis aussi conseiller métropolitain. Donc par rapport au vélo, je vais répondre en partie à la question que vous venez de poser, monsieur. C'est que sur la ville de Bordeaux, on a, pour être volontaire sur la partie, on a fait ce qu'on appelle de l'urbanisme tactique. On nous a souvent opposé un manque de concertation quand on veut faire la place au vélo, mais là, on la prend d'office. C'est-à-dire qu'on met des GBA, alors je ne sais pas si vous connaissez tous le bloc béton, comme ça, pour prendre effectivement sur la voiture, sur les voies voitures, et dédié au vélo. Alors effectivement, on a une grosse levée de bouclier, ça ne marche jamais, et effectivement, on consulte par l'usage. C'est-à-dire qu'effectivement, tout le monde râle, mais là, c'est quelque chose c'est du ressenti. On dirait, ça ne va pas marcher, etc. C'est du ressenti, mais non, on ne va pas faire du ressenti, on va faire de la concertation par l'usage. On annonce avec des panneaux que pendant 9 mois, on va faire cette expérimentation. Ça marche, on pérennise. Ça ne marche pas, on revient en arrière. C'est ce que l'on a fait sur plusieurs grands axes qui étaient sur Bordeaux pour essayer de structurer cette canalisation. Et ça marche. Ça marche parce qu'on a une augmentation de la pratique du vélo de 7% par trimestre. Donc ça, c'est ce que l'on a fait sur Bordeaux. Au niveau de la métropole donc bordelaise, qui est aussi thrombosée, on a mis en place, donc à partir de 2020, le réseau REV, c'est-à-dire qu'on s'est appuyé sur on appelle ça REV pour Réseau Express Vélo. Bordeaux est une ville assez plate, avec les vélos à assistance électrique, une distance de 14 km, c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. Par contre, il faut les infrastructures qui vont bien. Donc, avec un réseau REV et un schéma des mobilités que l'on a voté à la métropole, on a ainsi une très grosse augmentation du trafic vélo, puisque comme je le disais, ça augmente de 7% par trimestre, et on s'est doté d'un outil que l'on appelle le baromètre des mobilités, où on a tous les jours, enfin tous les trimestres, on a effectivement le pourcentage d'augmentation ou de diminution de tous les différents modes de transport. Je voulais aussi saluer l'initiative de savoir rouler à vélo, puisque sur la ville de Bordeaux, on a mis 40 classes de CM2, où la ville a acheté donc 30 petits vélos pour que les élèves de CM2 sachent et apprennent à rouler à vélo en toute sécurité. Donc ils commencent dans la cour de l'école et après ils vont dans la circulation. La circulation de Bordeaux, c'est quand même une grande ville, les automobilistes sont un peu plus respectueux qu'à Paris, je trouve, mais bon, ça c'est chacun qui verra. Mais on lance les petits bouts de choux dans la circulation, accompagnés, etc. Et une grande classe de 20 bambins qui vont à vélo dans la circulation, et les parents, on les accompagne, et effectivement, ça augmente, et puis on apprend, et après les parents, ça fait boule de neige. Et après, je vais tout à fait dans votre sens. Merci, monsieur, FIFUB. pour votre témoignage. Il faut qu'on avance. On s'appuie sur une association qui s'appelle Vélocité. Merci beaucoup. Avec qui on a fait une charte. Voilà, merci pour votre témoignage, mais qui démontre aussi une chose, c'est que vous êtes dans une grande métropole urbaine, dense, dynamique, dotée de financements importants, et que cette question du vélo, elle ne doit pas non plus cliver les territoires les uns entre les autres, et que l'enjeu, c'est aussi de savoir comment nous développons, et ça a été dit, cette pratique du vélo sur l'ensemble des territoires, sur les territoires périurbains plus éloignés, sur les territoires ruraux. Et c'est aussi ça l'enjeu de cette table ronde. Et je passe tout de suite la parole à Françoise, qui connaît bien ces sujets au Club des villes et territoires cyclables, mais qui va aussi nous donner son exemple en tant que vice-présidente de la communauté urbaine d'Arras, en charge des transports et des mobilités, peut-être pour nous mettre en avant un ou des exemples
qui sont une réussite en matière d'aménagement cyclable et qui pourraient ici peut-être donner des idées ou inspirer un certain nombre de collègues. Bonjour à tous, merci de l'invitation. La communauté urbaine d'Arras, il y a une dizaine d'années, on n'était pas bon du tout. Notre dernier PDU, on était à 0,9% de part modale du vélo. Et donc, à l'unanimité, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose. On a démarré par la location de longue durée, assortie d'une aide à l'achat. Et ça a fonctionné, et ça fonctionne du feu de Dieu. On est à 500 vélos. Ils sont toujours loués à 99,9. Ils ne sont pas vandalisés. On avait prévu au bout de 6 ans de renouveler les vélos. On a toujours les mêmes vélos. Donc, ce qui nous permet d'élargir l'éventail, c'est-à-dire qu'on a mis maintenant des vélos cargo. On met des long tail, on a commandé, on les a pas reçus, hein, des vélos adaptés au handicap. Et donc l'idée, c'était d'abord de mettre des vélos, en plus ils sont d'un beau bleu flashy, de mettre des vélos qu'on les voit. Et cette location longue durée, elle est limitée à 1 an. Et au bout d'1 an, on a 50% des personnes qui ont loué qui font appel à l'aide à l'achat. Une par foyer, donc ce qui veut dire qu'il y a aussi des gens qui vont acheter peut-être un deuxième vélo électrique et qui ne sont pas comptabilisés. On a comptabilisé plus d'1 million de kilomètres réalisés dans les locations de longue durée. Donc ça a été le premier signe fort de donner de la visibilité au vélo. Alors, parallèlement, on a travaillé sur les infrastructures. Je ne vais pas vous faire tout le plan vélo ni tout le schéma cyclable. Mais finalement, pour motiver les élus à investir sur les infrastructures, il faut quand même qu'ils voient un peu de vélo. Donc on avait commencé par là et ça a super bien marché, puisque au dernier mandat, quand on a essayé de voir quelles étaient les priorités du mandat pour les maires des 46 communes de la communauté urbaine, ils ont mis en premier la politique cyclable. Première politique sur laquelle il fallait qu'on s'engage. Deuxième point sur lequel on a essayé de travailler, c'est d'élargir les publics. Et donc, on s'est engagé de façon très volontariste sur le savoir rouler. Alors, d'une part, avec un réseau de pistes d'apprentissage. Alors, on a essayé de repérer les endroits où il ne faut pas trop artificialiser. Donc, on a essayé de repérer là où on avait des dalles qui étaient inutilisées et qui étaient situées à des endroits stratégiques où on allait pouvoir. Donc, on en a déjà installé 5 ou 6 sur la communauté urbaine, des pistes d'apprentissage. Et on a offert le savoir rouler à la totalité de nos écoles. Donc, aujourd'hui, sur les 57 écoles, nous avons 43 écoles volontaires qui se sont engagées sur les 3 blocs les 3 blocs du savoir rouler. On a eu un peu de mal à trouver des intervenants. Il faut avouer que là, ça a été un gros problème. On n'est pas totalement accompagné financièrement, en partie parce que quand il s'agit de personnel communal ou intercommunal, il n'y a pas d'accompagnement financier. Donc ça, je trouve ça quand même un peu dommage, puisqu'on est avec des maires. Finalement, quand on mobilise nos propres moyens, on n'est pas du tout accompagné, ou quand on en embauche directement. Mais ça, c'est une chose importante. Et puis, je dirais, la troisième action en termes de service, c'est tout ce qui est la remise en selle et l'accompagnement des demandeurs d'emploi pour le retour à l'emploi. Et là, on travaille beaucoup sur l'intermodalité, parce qu'effectivement, le vélo, ça peut être la solution pour se rendre au travail, mais ça peut aussi être la solution pour se rendre à la gare ou à l'arrêt de bus, quand on a surtout des horaires atypiques. Et là, on travaille de façon très, très concrète. Où habitez-vous? Où voulez-vous aller? Avec une demi-journée théorique et une demi-journée pratique. Donc, à la fin de la journée, ils ont fait le trajet. Et ça fonctionne bien. Alors, je pourrais citer bien d'autres exemples, mais l'idée, c'est bien qu'il faut donner de la visibilité au vélo. Alors, bien entendu, il y a toute l'action ensuite sur les infrastructures. On a multiplié par 5 le budget des infrastructures, puisque d'ici la fin du mandat, on doit avoir dépensé 10 millions d'euros sur notre schéma cyclable. Donc, un engagement financier fort. Mais pour avoir l'adhésion des élus et de la population, il faut déjà qu'il y ait des vélos. Enfin, c'est un petit peu le raisonnement qu'on a eu.
Et finalement, on est assez satisfait parce que ça marche pas trop mal. Et maintenant, bon, l'idée, dans notre réseau de bus, on dessert les 46 communes par 10 allers-retours par jour, les communes rurales. Donc maintenant, ils nous demandent tous d'avoir une voie en infrastructure sécurisée depuis les 46 villages, enfin les 46, il y a 36 villages et 10 agglos un peu plus importantes. On est 108 000 habitants, alors on loupe, on n'est qu'à 15% de subvention. On peut ne pas être très très gros et n'avoir quand même que 15%. La limite de 100 000, elle est un peu... Elle est un peu... Mais bon, c'est une demande implicite. Au-delà, effectivement, les accompagnements financiers sont très importants. Ils sont importants parce que bon, nos budgets sont ce qu'ils sont. Mais c'est aussi une incitation. C'est aussi, pour, je pense, l'élu en charge des mobilités, une manière de dire aux collègues, mais voyez, en même temps, on est accompagné, on est aidé, c'est important. Merci pour cet exemple important. Si on parle des financements, bien sûr, il y a le fonds vélo, il y a aussi les régions qui apportent des contributions tout à fait significatives. Nous évoquions également la DSIL, qui n'est pas neutre. Le fonds vert également pourrait apporter des contributions, ça je le dis pour tous nos collègues. Donc il y a quand même tout un éventail qui peut nous permettre de monter jusqu'à 70-80% si on se débrouille bien. Quand même, hein. On en est loin, globalement on en est loin, surtout si vous partez de 15 au départ. Voilà. Alors nous on est aussi accompagnés sur certains projets par le département. Oui. Et en particulier par le département. Le département a fait une analyse de toutes les voies cyclables vers les collèges. Et nous accompagne sur toute l'amélioration sécuritaire. Et là, c'est important parce qu'on s'adresse, après le savoir rouler, au public collégien. Or, on s'aperçoit quand même que si on se développe chez les demandeurs d'emploi, chez les seniors, chez les jeunes, on a un vrai problème d'image. Moi, j'ai été frappée. On a fait une fabrique des jeunes et il y avait un atelier mobilité. Bon, par hasard, je m'y suis retrouvée. Et donc, il y avait des jeunes, etc. Et ils m'ont dit, oh bah non, le vélo, c'est trop ringard. Bon. Ils ont dit, oui, vos bus, ils sont pas mal, mais le vélo, c'est ringard. Alors, ça paraît surprenant aujourd'hui quand on voit l'engouement pour le vélo. Et pour les jeunes, on a des collèges avec un beau garage à vélo, avec des pistes cyclables qui y vont, et des vélos, bien sûr, dans le garage, mais pas débordés. Ils devraient être débordés. Bon. Donc, ça, c'est, je crois, un travail particulier qu'il nous faut mener de sensibilisation et d'image du vélo. Et chez les filles, encore plus que chez les garçons. Chez les filles ados, voilà. Donc là, je crois qu'on a... il faut donner, il faut que ça soit un peu plus... j'allais dire sexy, sympa. Enfin, leur changer l'image. Changer l'image, c'est important. Merci pour votre témoignage et pour vos conseils précieux. Monsieur Roland Lombard, donc, nous souhaitons également obtenir votre témoignage. Le témoignage que nous souhaitons obtenir, c'est de voir quels sont les freins, les obstacles que nous rencontrons, que vous rencontrez, par exemple, les exemples que vous pouvez donner, dans l'organisation, dans l'aménagement de pistes cyclables dans votre territoire. Et puis, parallèlement, comment vous avez pu surmonter ces obstacles? Voilà, c'est une double question que je souhaitais vous poser ce matin et qui peut éclairer nos collègues également. Quels sont les freins, quels sont les obstacles et comment on peut les surmonter? D'accord. Merci, je m'associe aux propos qui ont été déjà dit, d'exprimer la satisfaction qu'avait le territoire d'être associé aux travaux donc, de l'AMF lors de ce congrès, puisque c'est vraiment la preuve que le sujet vélo est maintenant d'actualité, d'une actualité brûlante. Et donc, merci vraiment à toutes les instances de l'AMF qui nous ont accueillis. J'excuse Christelle Beurier, présidente de Vélo et Territoire, qui aurait dû être là, et malheureusement était prise par ailleurs, donc elle m'a demandé de la représenter, ce que je fais naturellement avec un grand plaisir et une grande satisfaction. Donc, les difficultés, oui, les difficultés, naturellement, il y en a, mais pour moi, j'ai une doctrine qui me dit la réalité des élus, c'est les difficultés. Leur mission, c'est de les surmonter et de trouver des solutions.
Il faut être très volontariste, il ne faut pas se morfondre, il faut se dire qu'il y a toujours une solution et il y a toujours moyen d'aboutir à nos objectifs qu'on a, surtout quand ils sont en faveur du vélo ou d'autres causes tout aussi nobles. Donc un exemple pour illustrer tout ça, donc, nous avons pris au niveau de la communauté commune, puisqu'on est aussi au congrès des maires et des intercommunalités, n'est-ce pas, nous avons pris la compétence mobilité de manière volontariste, même avant la loi LOM, parce qu'on était déjà convaincus qu'il fallait donc avancer sur ce dossier-là et que les mobilités au niveau local, au niveau plus près du terrain, était quand même un axe majeur de travail. Donc ça a donné le point de départ à la démarche. Après, nous avons donc décidé de prendre une compétence qui n'a pas été évidente aussi à prendre, c'est-à-dire de prendre des axes structurants en termes de voies cyclables. Donc c'est une lente démarche, mais enfin un long parcours, mais qui a permis de structurer une réflexion et de mettre en œuvre, de réfléchir à la mise en œuvre de politiques sur le terrain. Donc ça c'est passé par ce biais-là. Nous sommes une petite commune, 35 000 habitants, 17 communes, donc ce n'est pas évident de travailler à ce niveau-là, avec des budgets contraints, des nécessités naturellement de tous ordres. Quand on avait mis la table, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire qu'on avait la compétence, on avait la volonté, on avait et surtout l'envie de faire, il a fallu trouver une solution et trouver un axe de travail. Donc on s'est dit, on va travailler sur un axe de véloroute qui traverse notre territoire de nord au sud et qui se connecte à un axe majeur de notre secteur qui est la Via Rona, donc qui est important d'être connecté à notre territoire et dont nous sommes un territoire voisin. Voilà, donc ça, c'était les prérequis. Après, il a fallu savoir comment trouver de l'ingénierie. Vous savez que dans nos collectivités à taille réduite, la grosse problématique, c'est l'ingénierie. Trouver les bons supports, les bonnes structures qui sont capables de nous accompagner. Et nous avons la chance, sur les Pays de Savoie, sur les 2 départements, d'avoir un organisme, une SPL, qui s'appelle l'Agence Écomobilité. Donc qui nous permet, dont la genèse et la technique, et ça, et la politique cyclable de manière plus large, et même tous les déplacements, diront, alternatifs, mais principalement, ils ont commencé par ça. Donc c'était aussi un point important dans la mesure où nous avions, je l'avais oublié dans mes points de départ, adhéré en tant que, à cette SPL lors de sa création, lors de l'ouverture de capital. Donc nous avions, entre guillemets, la boîte à outils pour travailler sur ce dossier-là. Et donc, on peut avancer rapidement, le plus rapidement possible par rapport à un processus habituel de cabinet d'études, et j'en passais des meilleurs. Voilà, donc là, première étape, trouver un tracé. Alors là, on a un territoire comme tous les territoires avec ses contraintes, hein, ses spécificités. Ça monte, ça descend un peu. On est dans l'avant-pays au Savoyard, donc ça va encore pas trop mal, mais quand même, ça bouscule beaucoup. Et surtout, c'est très contraint. Il y a des vallées, il y a des éléments où on ne peut pas passer. Il y a beaucoup, et c'est ce qui nous a posé le plus de problèmes, des espaces naturels, des espaces Natura 2000. Enfin, on a tous ces secteurs-là. Et pour illustrer la difficulté, c'est de dire que... Pour vous, ce sont des freins. On parle des freins, des obstacles. Hein, c'est le sens de ma question. Oui, tout à fait. Comment vous avez pu surmonter la traversée d'espaces Natura 2000 alors que la bicyclette, de son côté, concourt à la santé, concourt aussi à la biodiversité indirectement? Sur le fait de traverser ces espaces-là, c'est pas là ça coinçait, c'était sur les associations qui géraient les associations de protection, naturellement, de vélos sur la voie, pour aller au fond des exemples, sur le tracé pressenti, des vélos s'en passent déjà à travers cette zone Natura 2000. Mais dans la mesure où on l'inscrivait dans une véloroute officielle, le vélo devenait gênant. Donc, c'est quand même, je n'ai rien contre les associations de défense contre l'environnement, ils ont un rôle important à jouer, mais dans la mesure où on officialisait la démarche, ça devenait gênant. Donc, voilà, mais bon, on a fait de la concertation, on a fait de l'accompagnement, et on a réussi à trouver un terrain d'entente qui n'est encore pas finalisé à 100%, mais sur lequel on a bien avancé. Voilà, donc, et après, on a eu une chance phénoménale, mais ça aussi, c'est une philosophie qu'on doit avoir, les élus, il faut toujours être prêt, toujours avoir un coup d'avance. On a eu la chance que notre tracé
rentre, je ne sais pas si c'est un hasard ou une opportunité ou ce qui a généré cette affaire, dans un axe plus grand qui est donc la véloroute des 5 lacs, qui va rejoindre 5 lacs, le lac du Bourget, lac d'Annecy, lac Léman, lac des Gobelettes et lac de Paladru. Et donc là où on a eu la chance, c'est là aussi que... notre territoire est ouvert, il n'y a pas de problème, vous venez quand vous voulez, on vous accueillera avec joie, avec plaisir. Donc c'est là-dessus que la région, avec ce programme-là, s'est proposée pour reprendre le bébé, parce que c'était quand même un budget entre 3 et 4 millions d'euros. Et là, la région nous accompagne en termes de financement, et on remercie beaucoup la région Aura qui a pu donc prendre ce relais. Donc voilà, donc tout ça en résumé, il y a des difficultés, c'est pas neutre, c'est passionnant. Et c'est surtout très gratifiant, sans prétention, d'arriver à les surmonter. Merci pour votre témoignage. Sylvain, si tu veux reprendre. Merci beaucoup. Non, c'était surtout pour dire que l'heure tourne et du coup, on va peut-être vous donner la parole dans la salle s'il y a peut-être 2 interventions avant que nous puissions conclure cette table ronde. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Alain Russier. Je suis premier adjoint d'une petite commune près de Grenoble qui s'appelle Moiran, qui a à peu près 7500 habitants. Donc, nous sommes élus depuis 3 ans. Voilà, c'est une nouvelle équipe. Et je suis en charge de la transition écologique. Donc, c'est pour montrer la part importante qu'on veut mettre effectivement sur cette ville de Moiran. Et notre projet global, donc, c'est entre autres améliorer la mobilité pour faire la place, notamment au mode actif, c'est-à-dire marche et vélo. Et nous nous heurtons à une difficulté importante, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme beaucoup de petites villes, la ville n'a été faite qu'autour de la voiture. Voilà. Donc, avant de mettre des vélos et d'élargir les trottoirs, il faut apaiser la circulation. On a beau dire aux gens, mais écoutez, vous pouvez y aller en vélo, montrez-vous, etc. Les gens d'une manière générale et les parents nous disent non, nous, tant qu'on n'a pas de pistes sécurisées et de possibilités de passer dans les rues, on ne peut pas rouler à vélo. Voilà. Ce qui veut donc dire qu'effectivement, on a envisagé, on est en train de travailler sur un schéma de mobilité global sur l'ensemble de notre agglomération. Alors, il y a 2 types de trajets qui nous importent, nous, notamment pour le mode actif. C'est les trajets entre le domicile et le travail et les trajets entre le domicile et les écoles. Voilà. Pour les trajets domicile-travail, on a en gros 3 directions principales, c'est-à-dire Valence, Grenoble et Lyon. Et pour ce fait, donc, on s'appuie sur un projet de la communauté de communes, de la communauté du Pays Voironnais, qui effectivement a un plan ambitieux de liaison directe et rapide entre les communes. Voilà. Donc, ça, de ce côté-là, je pense qu'on est assez bien doté. Donc, le travail commence à payer puisqu'il y a une première liaison qui va se faire début d'année prochaine. Par contre, pour les liaisons entre le domicile et les écoles, tout reste à faire là. Voilà. C'est-à-dire que les rues ne sont pas... Donc, la vitesse est 50 km/h dans l'ensemble de l'agglomération. Nous, ce qu'on aimerait, c'est la diminuer, la mettre à 30 km/h. Mais surtout, revoir le sens de circulation, puisque les vélos ne peuvent pas circuler aujourd'hui ou ils ne sont pas en sécurité. Donc, il y a tout un travail à faire parallèlement à ça. Voilà. Donc, ma conclusion, c'est simplement de dire, si je ne suis pas de dire, effectivement, hélas, on met du vélo dans les rues, vous dites, effectivement, les vélos doivent se montrer, mais encore faut-il que les gens aient envie de le faire, donc aient la possibilité de rouler d'une manière sécurisée et pour les piétons, les PMR aussi, de circuler sur des voies qui leur correspondent. Voilà, merci. Merci pour votre témoignage. Là, on est Excusez-moi, je voulais simplement rajouter une chose. Je me permets de la rajouter. C'est que donc on va essayer de diminuer la circulation, donc en apaisant la circulation. Malheureusement, on a un projet. Il y a un projet du département qui va créer une liaison entre l'autoroute. On a déjà une liaison avec l'autoroute, une deuxième liaison entre l'autoroute et la ville, qui va nous ramener énormément de circulation en voiture. Donc c'est une deuxième difficulté qu'on a à surmonter. Merci. Mais votre exemple est éclairant de l'articulation des compétences entre les uns et les autres, puisque pour aller plus loin sur ce que vous dites, monsieur, il faut d'abord un schéma directeur qui élabore ces grands itinéraires cyclables, et ce schéma directeur, chez vous, il est porté par la communauté d'agglomération, en
France du Pays Voironnais. Et après, vous avez vos enjeux communaux que vous avez bien rappelés sur la liaison des écoles. Et là, c'est la commune qui va intervenir. Et donc, la conclusion de tout ça, mais Françoise, je sais, on va en dire un mot, c'est bien qu'il faut se coordonner pour se compléter. Et c'est un peu la clé aussi pour la réalisation de ces aménagements. Je crois que ce qu'on a vu et ce qu'on a entendu, ça montre bien que finalement, la marche et le vélo, parce que je crois qu'il faut vraiment associer la marche aussi, on s'est plus concentré sur le vélo, mais la marche et le vélo sont des entrées à l'urbanisme. Parce que finalement, ça amène une vision de la ville. Le partage de l'espace, c'est bien nous, élus, qui devons, à un moment donné, faire la part des choses entre les associations d'usagers, entre les exigences économiques, les commerçants, souvent ils entrent de façon bruyante dans le débat, les automobilistes. Et donc, c'est la réflexion que nous avons menée ensemble autour du concept de ville apaisée, où effectivement, le 30 km/h est une solution. Se dire, bien, il peut y avoir des itinéraires cyclables parfois qui peuvent être différents de l'itinéraire automobile. Enfin, avoir toute une vision globale à 360 degrés de la ville. Et on vous appelle à regarder cet appel Ville apaisée, quartier à vivre, qui est beaucoup plus global que l'infrastructure et qui nous amène à véritablement envisager le partage de l'espace de façon différente. Et ça, je crois que c'est absolument essentiel. Oui. Donc, manifeste, on peut vous le donner, signez-le. C'est une belle manière de réfléchir en interco ou en commune sur ce que l'on veut faire et jusqu'où on veut aller. Vous avez prononcé un mot qui est très important, très rapidement, c'est qu'il nous faut travailler à l'échelle intercommunale pour déterminer un plan d'aménagement global pour que tout coïncide et qu'on ait cette vision globale pour un territoire. C'est comme ça qu'on développera le vélo aussi à l'échelle de nos territoires. Merci. Peut-être une question de ce côté-ci, et après on en suggérera une aussi de ce côté-ci pour être très répartie. Je ne sais pas qui veut poser là. Non. Donc, Abel d'Ambreville, adjoint dans la commune de Melvin, donc sud Finistère. On est à 10 km de la mer. Donc, je voulais dire, oui, bien sûr, on s'intéresse au vélo. On a un projet vélo et le vélo au quotidien, c'est bon pour la santé, c'est bon pour la planète. Je voulais aussi attirer l'attention sur le fait que même dans les communes limitées en population, on est très intéressé. Parce qu'il y a plusieurs aspects. Tout à l'heure, on parlait des aménagements qu'on peut faire. Et les aménagements permettent aussi de résoudre des problèmes de vitesse sur certaines voies. Et le vélo aussi permet de ralentir la vitesse avec des aménagements particuliers. Donc ça, c'est important. Et aussi, le vélo permet aussi... à une époque, on avait des développements autoroutiers. Maintenant, on a des développements véloroutiers, on en a parlé. Et il est important aussi pour certaines communes, dont la mienne, de ne pas être isolées par rapport à ces voies, parce qu'il y a un tourisme vélo qui se développe, et les petites communes ont besoin d'être traversées par le vélo. Ça apporte une activité commerciale. Notre projet, c'est aussi de se relier à la voie 7 qui relie Concarneau à Morlaix, donc pour attirer des gens l'été. Et aussi, on va développer une voie en partenaire avec la communauté de communes pour aller à la mer. Donc, chaque habitant de Melvin pourra faire les 10 ou 15 km qui les séparent de la côte pour aller se baigner. Merci. Bonjour à tous. Fabienne Simian, je suis la présidente de la communauté de communes d'Ulfi-Bourdeaux. Et je suis vraiment très loin de vos problématiques de grosses villes. 10 000 habitants, moins de 10 000 habitants. Mode rural, très rural, 21 communes. On est parti sur un schéma directeur cyclable avec le département de la Drôme. Grosso modo, le département nous a dit « Ok, on va faire que les trajets quotidiens de travail et centre-ville ». Ça veut dire que tout le reste, les petites communes, c'est même pas la peine d'y réfléchir. Première étape. En même temps, on a aussi une véloroute voie verte qui est censée arriver jusqu'à la ville de Dieulfi, qui part de Montélimar. Cette véloroute voie verte, elle utilise des zones qui ne sont pas du tout pour le trajet quotidien. Donc, j'aimerais savoir déjà si c'est porté par un syndicat, la véloroute voie verte, on a délégué.
Est-ce que ce syndicat peut avoir des appels à projets et accéder à cet appel à projet, oui ou non? Et ensuite, arriver à faire une discussion entre une véloroute voie verte et nos problèmes de quotidien, de trajet quotidien, on a l'impression de ne pas parler la même langue, en fait. Voilà. Merci. Alors d'abord, c'est important que tous les types de territoires, comme on le disait, hein, s'intéressent à cette question du vélo avec des problématiques qui sont effectivement différentes d'un territoire à l'autre. Donc sur le fonds mobilité active et les appels à projets, l'objectif c'est plutôt les déplacements du quotidien. Mais déplacement du quotidien, ça ne veut pas forcément dire domicile-travail, ça peut être domicile-école, comme je le disais tout à l'heure, et puis ça peut être aussi domicile-commerce, ça peut être desservir des lieux de destination qui ne sont pas forcément des lieux de travail. Ceci dit, un itinéraire, une fois qu'il existe, il est utilisé par des touristes ou par des habitants du territoire. Alors, je vous vois hocher de la tête, il y a des exceptions, mais en fait, de plus en plus, on observe que ces fonctions sont perméables l'un à l'autre. Donc concrètement, l'appel à projet, il est ouvert à un syndicat, il permet de soutenir financièrement des projets qui font moins de 15 km de long. Voilà. L'objectif, c'est d'aller plutôt servir le quotidien. Et puis après, il y a parfois des priorités qui sont faites entre l'ensemble des candidats pour donner ceux qui ont le plus de potentiel. Mais dans l'esprit, oui, c'est éligible à partir du moment où ça respecte les recommandations techniques du CEREMA, comme j'ai pu le dire. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, une question encore? Oui, madame. La dernière question. Et après, on va conclure. Oui, bonjour, Madame Thivan, maire de Sorbier, donc zone périurbaine de la ville de Saint-Étienne dans la Loire. Juste, je rebondis sur les préconisations du CEREMA dont vous avez parlé. Moi, j'ai l'impression que, alors les préconisations techniques, je ne sais pas si elles sont encore en évolution ou pas, parce que parfois on est un peu déstabilisé, parce qu'on nous dit que tel type d'aménagement, c'est bien, on nous encourage à faire tel type d'aménagement. Et puis quelques mois après, on nous dit, mais finalement non, alors je comprends que ce soit un peu en mouvement, mais finalement non, c'est pas ce type d'aménagement qu'on va pouvoir promouvoir. Enfin, nous, on est liés à l'agglomération de Saint-Étienne, et on a un peu donc on commence à convaincre nos habitants que, notamment par exemple la CVCB, le Chaussy-Doux, est-ce que ça va être pérenne ou pas? Voilà, on a un peu ces questions-là. Donc on est vraiment sur la réflexion, parce qu'on ne pourra pas faire que, voilà, au quotidien, quand on arrive à la commune, alors il y aura des grands axes, 7, mais après, les derniers kilomètres du quotidien, on partage la voie. Donc, voilà, j'ai cette question-là. Et la deuxième question, qui est quand même, qui pour moi m'interroge toujours, c'est qu'on se rend compte que les automobilistes ne connaissent rien de la signalisation des vélos, ne savent pas ce que c'est qu'un Chaussy-Doux, ne savent pas ce que c'est que... Enfin, toutes les nouvelles ne comprennent pas qu'un vélo puisse arriver en sens interdit, voilà, voilà, toutes ces choses-là. Et en fait, moi, je suis allée me promener sur Internet et je me rends compte que le code de la route, il n'est pas accessible. C'est-à-dire que même les personnes qui souhaiteraient, à part sur Légifrance, m'a-t-on dit, mais voilà, pour moi, ce n'est pas accessible. Et je pense que même sur le site du CEREMA, je ne suis pas sûre qu'on ait toutes les... Enfin, c'est difficile d'avoir... vraiment lisiblement les nouvelles dispositions. Et comme on ne repasse jamais le code de la route depuis qu'on a eu le permis à 18 ans, eh ben, voilà, on génère comme ça énormément de conflits d'usage. Voilà, je vais vous répondre un peu là-dessus. Je vais répondre rapidement. Et donc sur le deuxième point, j'espère ne pas dire d'une bêtise, mais je crois qu'au dernier comité interministériel de la sécurité routière, il a été annoncé justement la création de modules pour s'auto-former aux évolutions du code de la route. J'espère ne pas dire de bêtises. Non, vous ne dites pas de bêtises parce que moi j'y ai participé. Enfin, je participe au Conseil national de la sécurité routière. Donc effectivement, il y a des modules aujourd'hui pour s'auto-former en ligne qui vont être mis en place à partir de 2024. C'est une annonce de Madame la déléguée interministérielle sur ce point, Florence Guillaume. Voilà. Merci d'avoir été plus au courant que moi. Et sur le premier point, donc grosso modo, aujourd'hui en agglomération, la nomenclature des types d'aménagement en fonction des circulations automobiles, etc., a été mis à jour il y a 2-3 ans, donc c'est stable.
Il reste un sujet hors agglomération, en particulier sur les CVCB, donc les chaussées à voie centrale banalisée, Chaussy-Doux. Et donc là, effectivement, il y a un travail en cours pour affiner la doctrine, parce que c'est un outil qui a été créé, je crois, au milieu des années 2010. Il y a des usages aujourd'hui qui ne sont pas tout à fait sécures, hein, qui ont été mis en place. Et donc il y a un travail pour redéfinir le bon cadre d'emploi de ces Chaussy-Doux. Voilà, peut-être qu'Olivier voudra compléter aussi. Mais donc, c'est un peu l'exception. Normalement, le régime maintenant est relativement stable. Voilà. Et il y a un travail aussi qui va être bientôt publié sur repréciser tous ces éléments-là sur les aménagements hors agglomération. Oui, bien sûr. Donc, je vous évoquais... De façon synthétique, parce qu'on arrive Je au bout. vous évoquais, sans rentrer dans les détails tout à l'heure, la publication d'une note de position de la FUB. Et donc, là-dedans, il y a un peu... pour l'instant, c'est la position des usagers. Hein, donc, mais vous avez ce schéma qui montre un peu ce qui est recommandé des conseillers dangereux, hors agglo, évidemment. Et donc, nous, dans la logique, non pas de faire plaisir à celles et ceux qui font déjà du vélo aujourd'hui ou une surlargeur... ils peuvent se sentir plus en sécurité, mais bien de demain être crédible quand on propose à des enfants, à des personnes âgées de se déplacer au quotidien à vélo en milieu rural. On pense qu'il faut vraiment travailler sur le plan de circulation, la réduction des vitesses et des trafics. Il y a par exemple le département de la Manche qui a une démarche là-dessus. Donc pour nous, les meilleurs itinéraires hors agglomération, c'est ce qu'on appelle les chemins à trafic motorisé limité, c'est-à-dire où le plan de circulation aura fait que, en gros, il y a les habitants de la zone pour avoir accès chez eux qui y vont. Et donc là, il n'y a besoin d'aucun aménagement cyclable. C'est juste la faiblesse du trafic qui fait que c'est cyclable. Après, il peut y avoir évidemment aussi du site propre, mais comme vous savez, à la fois en termes d'artificialisation, de foncier, etc., c'est compliqué. Pour le Chaussy-Doux, pour nous, le domaine de pertinence et d'application, c'est vraiment quand on a des flux plutôt dissymétriques. C'est-à-dire que le matin, tout le monde fait le nord-sud et le soir, tout le monde fait le sud-nord. À ce moment-là, en effet, le fait d'avoir une bande centrale peut être, évidemment, à condition que ce soit du 70 et que le nombre de véhicules heure aux heures de pointe ne soit... Parce que ce n'est pas le nombre de véhicules jour qui compte, c'est le nombre de véhicules heure à l'heure de pointe. Et enfin, tout ce qui est bande dérasée multifonctionnelle, bande cyclable sur largeur cyclable, hors agglomération, pour nous, c'est contre-productif et dangereux. Voilà. Et on va avoir un travail à avoir avec le CEREMA, les collectivités dont l'AMF, pour dire ces 100 000 km de pistes cyclables, dans tout un tas de cas, ce sera juste déclasser des chemins ruraux, les réserver aux cyclistes, peut-être aux véhicules intermédiaires et évidemment aux habitants. Il ne s'agit pas d'empêcher les gens d'aller chez eux. Voilà. Là, merci à vous. Donc, je voulais vous remercier, chers collègues, Madame Rossignol, pour votre témoignage qui est important. Je voulais remercier aussi notre collègue, Monsieur Lombard. Monsieur Schneider, merci beaucoup de vous être associé à ce point vélo. Et puis, Monsieur Ducrest, donc, Monsieur Vélo et Marche, j'ai bien noté. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, il y a une dynamique qui est en route au sein de nos collectivités. Nous allons la réussir ensemble. Il y a cette volonté des élus. L'État nous accompagne, et pas seulement l'État. Donc, travaillons ensemble pour arriver à nos 100 000 km et puis les 10% souhaités. Voilà, Sylvain, peut-être tu peux dire un mot? Non? Tout a été dit. Voilà. Merci à vous tous et à vous toutes. Et merci, nos chers collègues, pour votre participation.